Mesdames et messieurs, bienvenue au 60e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nico et cette semaine, on va t'expliquer pourquoi tu devrais gérer ta business comme un pauvre. Puis oui, ça peut sonner un peu spécial comme terme, mais on aime mieux dire les choses telles qu'elles sont. C'est important d'apprendre à gérer sa business avec peu si on veut être capable d'éviter le risque, d'éviter de faire des erreurs, des gaffes que malheureusement beaucoup trop de gens vont réaliser. Donc, je te laisse là-dessus. J'espère que tu vas pouvoir retenir beaucoup d'informations de cet épisode. On avait un sujet qu'on avait, je pense, amorcé un peu sans faire exprès dans un de nos derniers épisodes, puis on avait dit à Karine, hey, note ça, on veut en reparler. On va parler aujourd'hui de gérer sa business comme un pauvre, puis pourquoi gérer sa business comme un pauvre à notre humble avis. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que l'important, c'est de comprendre un peu le fondamental de ça, que de gérer sa business comme un pauvre, ça veut pas dire de pas faire d'argent. Au contraire, c'est plus d'être capable de faire beaucoup avec le moins possible. Puis je fais une prémisse un peu intéressante, mais on dit que les gens dans la vie qui sont les meilleurs pour gérer un revenu et qui sont super optimisés, c'est les gens qui vivent avec pas grand-chose. Parce que quand tu vis de paye en paye avec, on va dire aujourd'hui en 2024, 1000 pièces, 500 pièces, 800 pièces, c'est pas nécessairement beaucoup. Puis plus que tu es capable de gérer ton argent avec peu, ça va t'aider définitivement à être capable d'être opérant, de fonctionner dans toutes les sphères de ta vie. En business, c'est un peu la même affaire, à mon avis. C'est-à-dire, c'est capable de gérer ta business avec un certain cash flow, un certain minimum de ressources, ça te permet de l'exploiter davantage. Ouais, puis en fait, pourquoi on avait parlé de ça back then, l'histoire, c'est vraiment juste que, effectivement, au niveau financier, prenons les gens qui suivent le mouvement FIRE, là, sont capables d'acquérir une maison avec des revenus ridiculement faibles parce que ils réussissent à se qualifier au niveau hypothécaire, mais ils ont réussi à mettre une mise de fonds, puis sont capables de vivre avec peu, normalement juste un auto ou pas d'auto pour les deux, puis ils embarquent pas dans le pattern de la consommation. Le parallèle est effectivement très valable dans ce cas-ci, mais l'entrepreneur qui gère comme un pauvre ici, c'est vraiment en plus, c'est important de le situer dans une échelle de temps, c'est au début. Puis très important, là, je veux dire, des entreprises cotées en bourse qui recherchent la croissance à tout prix n'auront jamais cette mentalité-là parce qu'ils vont spam pour générer la croissance parce que les investisseurs, les actionnaires ont soif de croissance. Mais c'est un piège pour l'entrepreneur en PME parce que si tu écoutes des podcasts de gens qui te disent dépense 30 000 pour un site web, lance-toi des annonces publicitaires puis que t'as pas encore testé ton concept, t'as pas encore éprouvé justement les optimisations de toutes les formes de ta business, c'est un méga risque pour ton cash flow, pour la pérennité puis pour potentiellement la survie de ta business. T'sais. Fait qu'avant d'aller plus loin, c'est quoi gérer sa business comme un pauvre? Au début, c'est malheureusement de tout faire soi-même ou essentiellement le plus possible soi-même. Puis la meilleure réflexion qui est associée à ça, c'est pourquoi on doit le faire comme ça, c'est que si tu gères toutes tes scènes avec t'es très précautionneux avec ton argent, tu vas pas dépenser $1 pour rien. Alors, chaque processus opérationnel, chaque fournisseur qui va avoir à interagir avec toi ou chaque ressource que tu vas appliquer dans ta business, ils vont être optimisés au maximum de ta compréhension, de ta compétence. Ça, c'est la première chose. Avant de donner ça dans les mains d'un employé qui, ce n'est pas son entreprise, il n'est pas associé au même risque, il n'y a pas le même trigger psychologique associé à la survie de l'entreprise, c'est sûr qu'au début, il va pas pousser ça. Puis en plus, t'es même pas capable de faire une définition de poste qui est exhaustive parce que c'est tout nouveau. Mm-hmm. Alors ça, là, c'est la prémisse un peu de l'idéologie derrière ça. J'irais même au-delà de ça, tu sais, quelqu'un qui dans la vie de tous les jours est habitué de dépenser énormément, je peux dire qu'il vit au-dessus de de sa capacité financière, là, on le sait, c'est quoi les Canadiens, 160% taux d'endettement, là, quelque chose comme ça. Ouais, le gros classique, c'est ça. Tu sais, pour vrai, ça se peut que ça te concerne, t'écoutes ça en ce moment, puis ça se peut que tu sois dans cette situation-là au niveau financier, que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes parce que tu as une marge de crédit, parce que tu as une carte de crédit, parce que tu as des prêts, puis bref, le système financier canadien fait en sorte que pas trop dur à être dans les dettes puis en avoir par-dessus la tête. Mais si tu vis comme ça dans ta vie de tous les jours, moi, je pense que
c'est normal que tu aies des mauvais réflexes quand tu t'en vas en business, de dire « Ah, ben c'est pas grave, ça, je vais le mettre à crédit, je vais faire des ventes, ça va revenir plus tard. » Hey, asti, combien de fois je l'entends, celui-là, genre « Ah, on va faire des ventes tout à l'heure, là, ça, c'est pas grave. Ah, je vais acheter un pick-up neuf, mais tu sais, tantôt, je vais faire des ventes, fait que ça va payer mon pick-up neuf. Puis ah, je vais embaucher un employé, gars, je vais le mettre sur la marge de crédit, puis il va m'aider. » Comme tu dis, tu dois vivre tous ces problèmes-là toi-même avant. Tu dois optimiser toutes tes sphères de ton entreprise avant de vouloir acheter. Je parlais de ça un matin, esti, en plus, en story. On a 2 ressources en tant qu'entrepreneur. Un, ton temps. C'est la ressource la plus importante, puis on est tous à égalité dans le temps. Puis la deuxième ressource qu'on possède, c'est de l'argent. Puis de l'argent, on commence à en dépenser quand? Ben, quand on a plus de temps. Puis, asti, je suis prêt à mettre 1 million. C'est pas tous les entrepreneurs qui vont commencer à dépenser de l'argent quand ils ont plus de temps. Ils vont dépenser de l'argent parce que c'est hot d'être en business, puis hey, c'est de l'argent qui vient de la business. Je peux m'acheter un truck. Hey, je peux engager un employé. Ouais, mais tu peux-tu faire 5 heures de plus, 10 heures de plus? Tu peux-tu optimiser qu'est-ce que tu as avec ton temps avant de dépenser de l'argent pour amener ta business au next level? Hey, avant qu'on commence à dépenser 1 cent là, dans H2H Academy, ça a pris combien de temps? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Ça a pris 4 mois, je pense, avant qu'on commence à dépenser $1. 4 ou 5 mois avant qu'on dépense 1 pièce. J'ai fait un logo, tu viens-tu? C'est pas vrai. Fiverr, ça m'a coûté 40 pièces, je pense, faire le premier logo de H2H. On pourrait le mettre à l'écran, là, si on est sur YouTube. Non, si, dépenser 40 pièces pour un logo, puis c'est tout. Tout. C'est la seule affaire qu'on avait dépensé initialement parce qu'on s'est dit, on va mettre une image, mais le point aussi qui est important, là, c'est que c'est un fondement idéologique, là. Il y a d'autres entrepreneurs qui vont écouter ça, ils vont dire, non, ça n'a pas rapport. Moi, je connais quelqu'un qui est allé all-in, ils ont investi de l'argent, puis ça a marché. Puis moi, je proviens d'une start-up où est-ce qu'ils sont allés all-in. Quand moi, j'ai acheté la compagnie, ils sont allés all-in, ils ont levé 500 000 $ à dépenser, c'était des big spenders. Puis ça fait quand moi je suis arrivé, j'ai passé à faucheuse dans les dépenses. Moi, j'ai vraiment géré comme on l'explique aujourd'hui. J'ai repris la business qu'il y avait quelques années, puis j'ai rentré là-dedans, j'ai congédié pour comme, je pense, 70 000 $ de payroll mensuel. Là. Et il y avait trop de dirigeants pour d'employés, tu sais. Fait à un moment donné, encore une fois, c'est un fondement idéologique, soit tu y adhères ou tu y adhères pas, mais moi, là, je préfère optimiser, me mettre dans des zones d'inconfort dans mes business, comprendre chaque subtilité pour ensuite déléguer, parce que j'ai pratiquement la certitude que je vais dégager une profitabilité, une croissance, puis qui va en découler du revenu, là. Ça, c'est important pour moi. La vérité, c'est que tu as plus de chances de le faire comme ça, parce que je peux comprendre, tu sais, que tu vas en ligne, tu vois grand pour ta business, tu sais, si tu penses faire le prochain Netflix, puis t'as du monde qui investit dans ta business, vous dépensez, vous mettez du payroll, il n'y a rien de vendu encore, tu sais, si on pense à Netflix, là, avant de vendre $1, Netflix, il a dû dépenser des millions de dollars, là. Ouais. On est tous d'accord, là. Tout ce qui est tu sais, je peux dire une innovation ou quelque chose qui va se faire racheter peut-être dans le temps, je peux comprendre d'investir des dollars, puis je peux comprendre qu'il y a une stratégie derrière ça. Mais les gens qui nous écoutent, toi qui nous écoutes en ce moment, probablement que ton concern, c'est Chris, comment je fais pour faire plus d'argent dans mes poches demain matin? Comment je fais pour augmenter mes marges de profit? Comment je fais pour avoir une business que je peux vivre agréablement de cette business-là demain matin, pas dans 7 ans? Parce que c'est pas ça qu'on enseigne ici, là, tu sais, travailler à faire de l'argent dans 7 ans dans ta business, on enseigne aux gens à être capables d'être profitables demain matin dans leur entreprise. Comment? Ben, si en faisant exactement ce qu'on explique aujourd'hui, en diminuant les risques dans l'entreprise, en mettant notre temps de l'avant là-dessus, puis en commençant à déléguer ensuite tranquillement une tâche à la fois. Ouais. C'est ça. Parce que c'est important de dire aussi pourquoi on dit ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà eu à faire le retour en arrière avec des big spenders. Tu sais, quand moi, là, ma première question, c'est, vous virez combien de chiffre d'affaires? On fait 30 000 par mois. Good, êtes-vous rentable? Non, on perd de l'argent tous les mois. What the fuck, là? Tu trouves le capot, il y a 13 employés sur le payroll. C'est tout du monde hyper qualifié qui coûte trop cher, qui sont pas optimisés. Fait que, moi, quand je prends un mandat comme ça, on casse des œufs, là. Faut congédier 70% du staff. Ça, c'est comme compliqué de ramener une structure comme ça rentable parce que l'entrepreneur a acquis psychologiquement un niveau de confort dans sa tête qui allait se diriger là, mais c'est parce qu'on s'en va dans le mur à 100 km/h, là. Ça marche pas, là. Je la comprends, la vision, un peu, tu sais, de dire, si on grossit, on engage, on est tout le temps comme dans la croissance parce que
c'est sûr que même si tu fais pas de profit à la fin de l'année, puis tu as une business, je sais pas, on va dire de service, que tu as un récurrent mensuel, ta business, elle prend de la valeur, peut-être que tu veux un out, tu vas vouloir la revendre. Il y a tout ça derrière. Mais je pense que chaque humain travaille pas pour l'espoir de. Tu sais, c'est-à-dire, si je fais 4 ans à pousser fort dans ma business, puis peut-être que j'ai un out, peut-être que j'en ai pas, ben ça se peut que dans 4 ans, je me retrouve déçu, pas de fonds de pension, parce que j'ai rien mis de côté pendant 4 ans. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'en a pas de fonds de pension. Fait que t'as pas rien mis de côté, t'as pas investi, t'as pas pensé à toi, t'as pensé juste à la business. Mais je pense que ça doit être win-win. La business doit être capable de te redonner pour que toi, tu puisses y en redonner aussi à la fin de la journée. Si t'es pour tout donner à ta business, puis finalement, peut-être qu'elle te pète d'en face dans 5, 6, 7 ans, sans que toi, t'aies jamais rien retiré de cette entreprise-là, ben, t'as mis ta vie de côté, ou du moins peut-être tes plans à toi, personnels. Souvent, c'est du monde, esti, qui mettent les relations de côté, qui travaillent esti, du 50, 60, 70 heures par semaine, puis on le sait, esti, la majorité des business, ils plantent. C'est pas d'hier, là, cette statistique-là. La majorité des business finissent par planter. Fait que, puis, de ce point-là, 95% des entreprises ferment ou font faillite avant 5 ans. J'en parle abusément dans mes accompagnements. Pourquoi ne pas mettre en place une structure qui va te protéger contre ça? Tu sais, puis là, après ça, tu sais, ce que tu disais, là, il travaille 50, 60 heures, il n'y a jamais de profit à the end. C'est parce que l'expérience entrepreneuriale, là, c'est pas d'aller se tuer à l'ouvrage pour pas faire d'argent. Ouais, on s'en rappelle, là, l'objectif, c'est quand même de réaliser un objectif, une vision, une mission d'entreprise, puis d'en plus, down the road, avoir convenablement une rentabilité associée qui va faire du sens pour l'entrepreneur. Fait que c'est pour ça qu'on dit de gérer en pauvre, tu sais, puis comme on a vu là, dans les commentaires, le cash flow is king au début, ben j'aborde dans ce sens-là. Puis pourquoi aussi je caresse un peu cette idée-là de plus en plus. Tu sais, comme tout à l'heure, je parlais des entreprises cotées en bourse qui caressent la croissance. Quand il y a des fluctuations dans l'économie, là, tout le monde vient plus frileux, puis on aimerait mieux voir une profitabilité puis une rentabilité qui découle à la fin de l'année. La croissance, on en veut plus tant que ça. Tu sais, j'ai déjà dit, là, j'ai une de mes business qui est dans le domaine de la sécurité. Ils sont pas mal plus frileux à investir. Là. Avant, on allait à Las Vegas puis on se faisait payer des trips d'une dizaine de milliers de dollars. L'année passée, à Noël, on a eu le droit de déjeuner pour 2 personnes. Là. Fait que quelque part, il y a quelqu'un qui a tiré à la plug ses gros budgets de dépenses. T'sais. Ils veulent voir de la rentabilité, ils veulent pas voir nécessairement de la croissance de revenus, de chiffre d'affaires à tout prix. Donc, essentiellement, ça me ramène que même les actionnaires cotés en bourse ou des choses comme ça commencent à réfléchir comme ça. Faut se poser la question comment nous, on peut gérer ça en tant que PME, puis pourquoi on doit se poser cette question-là, puis je pense que c'est tout à propos aujourd'hui. Là, 100%, puis la vérité aussi, c'est que si tu veux un out, si tu veux vendre ton entreprise éventuellement, ben aujourd'hui, une entreprise qui fait pas une scène, ça se peut qu'elle soit pas nécessairement intéressante, surtout dans l'économie dans laquelle on est en ce moment. Moi, en tout cas, si tu viens me voir, tu veux vendre ton entreprise, tu veux partner up avec nous autres, puis tu fais pas $1, ben c'est sûr que sur papier, c'est pas intéressant, on s'en va acheter du risque. Donc, qui veut aller vers l'avant comme ça, à moins que tu sois, comme je dis, le prochain Netflix ou quelque chose du genre. Mais ça arrivera pas, là. C'est one in a million, là. Ouais, c'est ça. Là. Je veux dire, c'est tellement rare. T'as plus de chances de gagner à l'automax que de lancer le prochain Facebook. Oui, définitivement. Essentiellement, ça sert à rien de courir après une licorne. Fait que, si on revient un peu là, dans le concept théorique, pour nous, gérer en tant que pauvre, c'est de se mettre les mains dans tous les départements de ton entreprise afin de venir mapper les opérations de vente, mapper les opérations de livrables pour les clients, de comptabilité, de tous les segments de ton entreprise, c'est de comprendre chacun des processus puis de venir les mapper. J'aime bien dire, Nick, là, on va créer la Bible H2H ou la Bible de RMI ou la Bible de telle compagnie. Pourquoi? Parce que je peux prendre cet ouvrage de référence-là puis je peux le donner dans les mains à quelqu'un. Puis là, quand j'engage un talent, je lui demande de challenger ce qui est en place et de faire mieux. Parce qu'évidemment, on recherche toujours à s'entourer de A+ players qui vont être meilleurs que nous dans les départements qu'on va fixer. Puis quand on trouve cette pépite-là, on voit apparaître des améliorations dans nos divisions. Mais quand on sait pas c'est quoi la modélisation du dit processus opérationnel, comment on peut faire confiance à un individu qui va prendre en charge une division ou un segment de l'entreprise pour venir la modéliser? Pour moi, c'est pas
confortable comme entrepreneur et ça me stresse de donner la main mise à quelqu'un quand je ne l'ai pas préalablement travaillé. Puis là, tout le monde peut dire, moi, mais il est parano, lui. Ouais, mais Chris, j'aime mieux le savoir, j'aime mieux l'avoir fait, puis j'aime mieux pas me faire crosser par quelqu'un qui pense être bon puis acheter le fait qu'il est potentiellement bon. Ça me dérange. Mais c'est ironique en plus, hein, parce que autant que on veut justement prendre le temps de bien maîtriser chacun des aspects, mais la majorité des entrepreneurs, quand vient le temps d'embaucher justement une ressource, la main-d'œuvre, là, ils vont agir en pauvre. Ils vont dire, non, mais c'est vrai. Ils vont dire, lui, je peux le payer moins cher. J'aime mieux engager quelqu'un moins cher. Et pourtant, genre, ta ressource humaine, s'il y a bien une affaire sur quoi faut pas que tu te cheapes dans une entreprise, c'est tes ressources humaines. De bien les payer, est-ce que quelqu'un, justement, qui est compétent, que tu vois que tu le payes pour qu'il vienne te challenger puis améliorer ta business, si augmente-les, surtout qu'il reste avec toi. Cheaper sur la main-d'œuvre, ça coûte cher à la fin de la journée parce que t'as un roulement qui va se mettre en place. Là, tu vas te dire, voyons, c'est dur de trouver des bons talents. Moi, en tout cas, j'en ai du monde que je connais dans mon entourage, au-delà des clients, qui ont des défis de main-d'œuvre. Puis une des problématiques, c'est qu'ils sont dans un milieu où est-ce qu'ils peuvent pas choisir le prix qui paye la main-d'œuvre. Fait que ça fait que t'as toute la même genre. On va nommer la construction pour pas le dire. C'est il peut pas payer plus cher sa main-d'œuvre, il est obligé de payer, fait qu'il faut qu'il les attire d'une façon différente, fait qu'il peut pas faire la différence. Mais si toi t'es dans une entreprise privée puis tes postes sont pas régis par la CCQ, ben si t'as le droit de payer ton monde au juste prix pour qu'ils viennent travailler avec toi, pour qu'ils soient contents de le faire. Parce que cheaper sur des logiciels, cheaper sur on va pas payer un gros char, on va pas se payer n'importe quoi qui va coûter des millions et des millions. Ben cheaper sur ta main-d'œuvre, c'est ça qui va amener à l'échec, veux pas, à la fin de la journée, parce que... Ouais, 100%, tu sais. Fait que c'est d'être pauvre dans la bonne action de ta business, tu sais. Gérer comme un pauvre comme ça, c'est mieux. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, je relance un peu sur le développement des affaires. Je vois à outrance du monde qui la première réflexion qu'ils vont faire, c'est mettre leur carte de crédit sur Facebook pour lancer des ads. 100%. Tu roules 9 000, 7 000, 5 000 de revenus par mois, puis t'es déjà en train de venir sacrifier 20-25% de ton revenu pour potentiellement reach out la croissance. À quel prix? C'est quoi les conséquences qui vont en découler? La réflexion est importante à prendre ici. Fait que c'est pour ça que nous, on enseigne de mettre en place des stratégies de prospection qui sont stables, mesurables et quantifiables et qui proviennent des efforts de l'entrepreneur. Pas de Facebook, pas de Google, puis pas toutes les GAFA de ce monde. Le marketing, je pense que c'est le puits dans lequel les gens vont dropper le plus d'argent au début. En espérant croître plus vite, parce que, il faut le dire, c'est notre faute, là, indirectement. Je dis notre faute parce qu'on vend, je veux dire, une solution aussi, somme toute. Mais c'est que le marketing est tellement fort pour les gens qui se lancent en affaires, ils savent pas qu'est-ce qui est bon, ils savent pas qu'est-ce qui est pas bon, puis ils se mettent à investir dans plein de stratégies marketing. Que ce soit, tu sais, comme c'est arrivé chez RMI, un site web à 35 000 quand t'as pas généré de vente encore, que ce soit justement quelqu'un qui va te faire des beaux petits, belles petites pages Facebook, puis va te mettre des beaux messages, ça va avoir l'air donc cute, mais ça apporte 0 client à la fin de la journée. C'est un puits sans fond, le marketing. Quand t'as pas de stratégie concrète, puis t'as pas de structure déjà dans tes ventes, c'est un puits sans fond pour de vrai. Puis là, on le voit, mettons, à petite échelle avec les startups, mais ça existe aussi dans les grosses business, hein, que ils mettent quelqu'un au marketing, ils mettent un budget, ok, t'as 100 000 par année, puis ils créent ça dans un puits sans fond parce qu'ils font absolument n'importe quoi dans le marketing. Ils n'ont pas testé de concept ou de théorie avant. C'est assez fréquent. Ça, c'est un red flag pour n'importe qui, là, le marketing. Faites attention où est-ce que vous pourrait faire une expérience psychosociale qui serait franchement intéressante ou un débat qui serait enflammé. Je prends 10 présidents de start-up de moins de 18 mois, puis je les mets face à 10 personnes qui sont en marketing au HEC ou dans le réseau UQ, là, qui sont des fervents que ton image de marque doit être la plus belle, ton site web doit être le plus beau, ta présence en ligne doit être efficient et multiple. Puis mettons ces deux personnes-là en débat, puis au final, là, l'entrepreneur va dire « Ouais, mais je protège comment mon cash flow? » Puis comment je peux générer du retour sur investissement? Puis ils ne seront pas capables de répondre parce que leur attrait, c'est quasiment que
la business elle soit artistiquement belle. On s'en calisse-tu à un certain niveau, là? On veut générer des sous pour être capable de payer notre monde, pour être capable de réaliser notre vision, pas juste que ça soit beau, là. Tout le monde prêche pour sa paroisse, puis je suis d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, moi aussi, je prêche pour ma paroisse dans la vie de tous les jours. On a tout un... Tu sais, quand on est en business, des fois, on est biaisé un peu par notre vision des choses, puis qu'est-ce qui nous a apporté du succès à nous. Mais il faut faire attention que c'est pas tous les types de business qui sont pareils, tu sais. C'est pas parce que toi, t'as mis une belle image de marque pour ta compagnie de boxer puis de chandail que le gars qui vend des thermopompes, il a besoin de ça, tu sais. Définitivement, tu prends un gros clash. T'as raison sur le point, puis effectivement, c'est difficile de justifier un retour sur investissement, mais surtout avec des PME. C'est là qu'il faut faire le plus attention. Quand t'es en PME puis en startup, ça coûte vraiment cher. Un bon branding, un bon marketing, je veux dire un bon parce que sur les groupes Facebook maintenant, des gens te font des sites web gratuits. Si tu payes pas aussi pour faire ton site web ou faire ton branding ou ce que tu veux. Faut juste que tu donnes un tips, man. C'est ça. C'est ça. Tu donnes du tip puis t'es correct. Mais un bon marketing, ça coûte cher parce que ça vaut cher, mais ça vaut cher au bon moment pour l'entreprise. Il y a un timing où est-ce que ta structure de vente est là, où est-ce que tu as prouvé que tu étais capable de closer tes clients, où est-ce que les gens ont donné un bon feedback à ton service, où est-ce que tu as pu optimiser tes opérations, puis voir où est-ce que tu clashais, augmenter tes marges de profit, puis savoir que si tu mets 10-15% en marketing dans le mois, ben on s'en crisse parce que tu fais 50-60% de marge. Fait que là, tu es content de le payer si ça te donne un retour sur investissement. Fait que il y a comme beaucoup d'éléments à prendre en considération avant de faire le fou en marketing, puis la base, c'est je suis capable de closer des ventes, je suis rentable, puis est-ce que j'ai de la place pour scaler encore, j'ai de la marge de profit? Oui, OK. Ouais, puis c'est quand t'es rendu avec suffisamment d'intelligence d'affaires que t'es capable de dire, OK, je répartis même un capital que je vais risquer. Ouais. T'sais, comme ce matin, là, dans notre discussion que je t'ai dit, Nick, on s'en crisse, c'est 3000 pièces par mois, des stress. Puis genre ça, c'est du capital risque. Pour faire encore comme un pauvre, notre business. Ouais, c'est ça. Puis là, je t'ai dit, arrête de grainer, on fonce avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est un bon exemple, parce qu'on est rendu à un niveau que un certain pourcentage mensuel de capital peut être risqué. Puis à la limite, il donne rien, mais down the road, s'il donne quelque chose, on va être super content. Parce que on est en recherche et développement, parce que la business est rendue à maturité, parce que. Mais au début, là, on était toutes les deux à se taper tout au pic-papel, man, les coachings, les ventes, la prospection, les outreach, day and night. Mais c'est ça, la story qui est intéressante d'une business. Par contre, il y a un trigger où est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça fait 7 ans que tu grindes de même, il y a un problème. Puis, si tu vas trop vite, il y a un problème. Il y a un juste milieu, puis c'est un peu ça le red flag qu'on veut lancer aujourd'hui. Des deux côtés, il y a une problématique, mais il y a un centre puis il y a un timing à ça. Je à tout ça pendant que tu parlais, puis tu sais, je pense que mon compte rendu de ça, c'est que le monde aimerait tout ça, en fait, le monde, les entrepreneurs aimeraient tout ça que ce soit facile, puis on pense qu'en dépensant de l'argent, ça va être plus facile en business. C'est ça à la fin de la journée. Oui. Parce que si je te dis, PL, voici exactement comment faire pour générer 10 clients par mois, tu dois faire 250 appels, tu dois te faire dire non 222 fois, te faire voir envoyer chier, faire ça. Ben, les gens qui sont pas prêts à le faire. Parce que ils aiment pas ça, c'est ben trop difficile de faire des appels, je sais pas comment faire. Je te dis, voici comment faire, je te montre la structure, je te le mets de A à Z. Il y en a beaucoup qui sont pas prêts à le faire, qui sont pas prêts à faire les efforts. Fait que je pense que derrière ça, il y a deux types de personnes. Il y a les entrepreneurs qui savent juste pas comment faire, puis qui se posent plein de questions, puis qui essayent des affaires, pas toujours les bonnes. Puis il y a des entrepreneurs qui sont pas prêts à faire les efforts pour être dans le business. Ouais, les vrais efforts pour que ça marche. Pour vrai. Oui, tu cherches le raccourci tout le temps. Tu sais, je veux dire, si tu t'investis juste en marketing, tu n'essayes jamais de développer de la prospection. Si tu penses que tu vas tout envoyer tes soumissions par courriel automatique, que tout le monde va te dire oui facilement, peu importe le domaine dans lequel tu es, by the way, là. Mais ça sera pas facile de même, malheureusement. C'est la démonstration claire, là, ce que tu viens de dire là, on les voit, les hooks marketing de certaines personnes qui vendent le secret de la caramilk, là. Mm-hmm. Ça marche, leur business, c'est très éphémère, là, t'es revenir 14 mois plus tard, la même face, mais avec un autre projet, d'un autre secret de la caramilk. Tu sais, ultimement, c'est tous des projets de business éphémères, mais il y a un secteur, puis il y a un segment de marché qui consomme ça à outrance.
Perdez 25 livres dans les 40 prochains jours. Acheteur! Vous allez faire 100 000 par mois dans les 3 prochains mois. Acheteur! Tu sais, je veux dire, ultimement, c'est des hooks marketing avec du recul que nous, on connaît. On a eu plein de business on sait très bien qu'il n'y en a pas une de ceux-là qui fonctionne pour vrai. Tu sais, nous, ce qu'on enseigne, c'est des trucs qu'en 1980, ça marchait. Puis en 2060, ça va encore marcher, à moins qu'on vive dans l'espace, là, puis il faudrait se déplacer en fusée. Essentiellement, ça va marcher encore, tu sais. 100%, puis je sais pas à quel point je pourrais dire qu'il y a des gens qui ferment à cause de ça, ou des gens qui lâchent l'entrepreneuriat tout simplement à cause que... Oh, excusez, j'ai bougé mon écran. À cause qu'ils investissent justement puis qu'ils perdent le peu de capital avec lequel ils commençaient. Il y a beaucoup de monde qui partent en business qui ont 5, 10 000, 20 000, 15 000. Ils ont du love money des fois, des gens qui les encouragent puis qui ils dompent ça dans le puits à marketing. C'est juste plate de penser que... Il y en a une gang probablement qui était pas faite pour ça, mais c'est plate de penser qu'il y a du monde qui vont juste pas aller de l'avant ou pas continuer en business parce qu'ils ont vécu un échec comme ça en partant. Parce que définitivement, apprendre à cuisiner, apprendre à chasser puis à cuisiner tes clients, ben c'est un des plus beaux c'est un des plus beaux cadeaux. Juste pour les gens qui nous écoutent, puis elle, il pointe son chevreuil au mur. Parce qu'en podcast, il comprendra. Ouais, il le voit pas en podcast. Non, mais c'est vrai. La capacité à savoir pêcher ou chasser, là, c'est une allégorie, puis c'est une façon d'imager le truc. Mais à partir du moment où est-ce que tu as un système d'acquisition de clients qui est stable, mesurable et quantifiable, tu dors bien la nuit, là, tu peux poser tes 2 oreilles sur ton oreiller puis dormir. Pourquoi? Parce que demain, tu vas répéter un système qui est pas facile. OK? C'est pas facile. Mais down the road, il va y avoir des clients qui vont acheter ton service. Puis à un moment donné, l'effet boule de neige va faire que tu vas bien travailler ton service, on va te référencer. Tu vas mettre en place des systèmes pour avoir du référencement. Puis tout à coup, tu vas multiplier tes efforts, tu vas te diversifier. Et à ce moment-là, tu vas avoir du timing pour scaler, pour engager, pour commencer des annonces publicitaires, mais une affaire à la fois pour arriver à un succès d'entreprise. Puis, malheureusement, tu vas peut-être péter en cours de route parce que tu vas faire une poursuite. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est gérer le chaos à tous les jours, puis c'est d'essayer de rendre ça un chaos contrôlé. Puis c'est là que ça devient intéressant, mais chaque chose en son temps. 100%. Puis j'espère que pour ceux et celles qui nous ont écoutés, tu sais, qu'on a levé des drapeaux sur ça, tu sais, puis si je peux nommer des drapeaux, ben tu sais, acheter un véhicule beaucoup trop cher, comme un camion à 130 000 quand t'es dans la construction, t'as pas besoin de ça pour commencer. Le marketing, c'est un gros piège. Puis ensuite de ça, déléguer des tâches que tu maîtrises même pas, que t'as pas mis en place, ben tu vas investir un salaire que tu verras pas s'il est bien investi ou non à ce moment-là, tu sauras pas si la personne est réellement compétente dans son poste. Et au final, ben probablement que c'est du temps que tu es capable d'aller chercher de plus de ton côté quand tu te démarres. On n'a jamais dit que ça prenait 20 heures par semaine. Oui, on travaille 4 jours sur 5 là, dans une semaine. Si vous avez écouté d'autres podcasts, on en parle souvent, mais faut mettre le extra mile au début. Faut que tu la structures, cette entreprise-là. Fait que prends le temps de maîtriser chacun des aspects de ton entreprise. Puis après ça, tu vas voir le profit que tu en dégages. Tu es capable de prendre des décisions éclairées pour la suite. Super clair, ça wrap up bien. Bonne vente tout le monde! Ciao! Au revoir! Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce 60e épisode de podcast. Rassure-toi, il y a beaucoup d'autres épisodes qui s'en viennent. Si tu as aimé cet épisode-là, si tu aimes le contenu qu'on fait en général, je t'invite encore une fois, s'il te plaît, juste à nous donner un petit coup de main. Tu peux le partager sur les réseaux sociaux ou encore simplement aller nous laisser un 5 étoiles, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, name it. Merci beaucoup. À la prochaine. On se revoit bientôt.